Merci, Monsieur le Président. Attendez. La parole est maintenant à Maître Gisèle Mort, ancien bâtonnier du Val d'Oise et habituellement en position de conseil. Les demandeurs, c'est Ah on va vous équiper. Je vous donne ça, mettez-vous ça sur la tête. De toute façon, On met ça sur la tête. pendant ce temps-là, j'ouvre l'écouteur. Oui, C'est parfait. Est-ce que vous avez, normalement, vous avez... j'ai une ceinture. Voilà, ça ne marche pas avec la ceinture. Ah non, hein. Coupez pas quand ça vous plaît pas. Oui, vous êtes embêté là, non? Non, non, mais c'est parce que je ne peux pas l'accrocher. Alors, pour mettre les lunettes, c'est pratique. Hein. Bien. Voilà, alors je ne sais pas comment je vais faire. Bon, voilà, je vais y arriver. Excusez-moi, mais ces techniques-là, je ne sais pas. Je voudrais bien arriver à mettre mes lunettes, parce que sinon je ne vois rien, je vous préviens. Voilà. Hop. Je devrais y arriver. C'est bon. Ah oui, on m'a dit qu'il y avait un compteur et tout. Bien. D'abord, permettez-moi de vous remercier de m'accueillir. C'est pour moi un challenge important puisque je ne suis pas des vôtres directement et que lorsqu'un juriste parle à un médecin, c'est quelque chose de difficile et à une assemblée de médecins, bien entendu. Et lorsqu'en plus ce juriste est plutôt habitué à défendre les victimes des médecins que les médecins, les victimes des chirurgiens que les chirurgiens, eh bien, évidemment, c'est un challenge. Deuxième challenge, le temps, puisqu'il m'est compté et que le sujet est passionnant et mérite effectivement qu'on y passe un petit peu de temps. Les rapports entre un professionnel, quel qu'il soit, un profane, entre un professionnel et un profane, pardon, sont toujours des relations très déséquilibrées. Qui nécessitent que s'instaure une relation de confiance entre celui qui a la connaissance et celui qui doit recevoir le service. Nous avons tous été confrontés à un plombier, à un informaticien ou à je ne sais trop qui, et à cette difficulté que nous avions de comprendre de quoi il s'agissait et donc de contracter en confiance. Il en va de même, même si effectivement la comparaison peut paraître triviale, il en va de même de la relation entre le médecin et le patient. Car l'enjeu du contrat ici, ce n'est pas la plomberie, mais c'est la vie. Et cette relation de confiance doit donc s'instaurer sur des bases saines. En matière de chirurgie, la confiance a une portée particulière puisque le patient remet entre les mains de son chirurgien son corps et que celui-ci, finalement, doit instaurer une relation qui permette à son patient de s'en remettre à lui un petit peu aveuglément.
La chirurgie, finalement, est une discipline qui favorise, finalement, à la fois l'abus de contrainte, l'abus de pouvoir, car au moment où le malade sera allongé sur la table d'opération, eh bien, il ne pourra plus ni dire, ni exprimer son choix. Il aura donc dû l'exprimer clairement préalablement, et cette expression claire préalable d'un choix par rapport à une thérapeutique donnée, eh bien, elle doit nécessairement être préalable et suppose que le patient ait bien compris à la fois la finalité, la technique et les risques de l'intervention. Et j'insiste sur le fait que le patient ne doit pas comprendre que les risques de l'intervention, il doit également comprendre tout ce qui va se passer durant cette intervention. Je ne dis pas qu'il faut effectivement rentrer dans des détails techniques, mais je pense qu'il faut véritablement être très complet, car c'est ainsi que va s'instaurer la relation de confiance. Face à un patient, donc évidemment particulièrement vulnérable. Ensuite, lorsque le patient sera allongé sur la table d'opération, eh bien, il n'y aura plus comme garde-fou que celui de la conscience et de la compétence du chirurgien, en qui il aura mis sa confiance. Du point de vue du médecin, l'information, c'est un devoir. Et là, je vous ai mis quelques textes, mais je ne vais pas vous les énumérer. C'est des devoirs qui ont été inscrits dans le marbre de la loi, que ce soit la loi sur la réforme hospitalière de 1991, que ce soit le code de déontologie, que ce soit la charte du patient hospitalisé. J'ai peut-être été un peu vite, mais compte tenu du temps. Je pense que ce sont des textes que vous connaissez et que je n'ai pas besoin de vous rappeler. Mais du point de vue du patient, l'information, c'est un droit avec un grand D, c'est un droit fondamental. Il a été inscrit dans le marbre du Code civil au travers de l'article 16.3, que je vous ai rappelé ici et que M. Hureau vous a également rappelé tout à l'heure. Cette inscription est récente, puisqu'elle date de 1994, et pourtant, ce principe, comme vous l'a rappelé M. Sargos, ce principe préexistait à la loi de 1994, tout simplement parce que c'est un principe constitutionnel inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, également dans la Convention européenne des droits de l'homme dont vous parlera mon confrère. Du point de vue du patient, donc, c'est un droit fondamental. Il y a donc une différence entre ce qui est l'obligation, une différence de niveau, entre ce qui est d'une part l'obligation contractuelle du médecin d'informer et ce qui est d'autre part le droit fondamental du patient à être informé pour décider en toute connaissance de cause du choix thérapeutique, voire de ne pas se soigner. Alors, M. Sargos vous a parlé tout à l'heure du fameux arrêt de 1942, qui est effectivement fondamental du point de vue du droit à l'information du patient, dont je vous ai mis ici l'attendu principal. L'intérêt de cet arrêt de 1942, outre ce que vous a indiqué M. Sargos tout à l'heure, à mon sens, c'est que la Cour de cassation dit clairement qu'on est en présence d'un droit fondamental, c'est-à-dire d'un droit supérieur. Et
pas simplement d'un devoir médical. Cet arrêt est d'autant plus, c'est finalement le précurseur de l'arrêt de 2010, et il est d'autant plus important que finalement l'une des questions qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si le médecin qui avait failli à son obligation d'information était responsable évidemment d'une faute, mais si cette faute était détachable ou non du service public hospitalier, ou si c'était une faute personnelle. Alors, je ne rentrerai pas sur les problèmes de compétences que cela posait, mais en principe, le médecin qui exerce en milieu hospitalier voit sa responsabilité couverte par le service public, puisqu'il exerce au nom du service public. Mais sa responsabilité personnelle peut être recherchée si la faute est détachable du service. Or, dans cet arrêt de 1942, ce qui est important, à mon sens, c'est que la Cour de cassation a considéré que finalement, c'était une faute personnelle du praticien. Alors, en 2001, la Cour de cassation, alors je ne fais pas tout l'historique de la Cour de cassation, mais je vous dis ce qui, du point de vue du patient, me semble important, ceux qui vont devenir nos clients. Du point de vue donc, de la victime, un autre arrêt, ça me semble assez important, c'est un arrêt de 2001 qui indique que, clairement aussi ici, que le devoir d'information trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Et l'histoire ici est importante puisque le défaut d'information remontait à 1974, c'est-à-dire avant la constitution de la jurisprudence qui s'est essentiellement constituée dans les années 90 sur les conséquences de l'obligation d'information. Et avant l'introduction de l'article 16.3 de 1994, etc., l'intérêt de cette affaire en 2001, c'est que la Cour de cassation dit « ce principe transcende le temps, il s'applique rétroactivement parce que c'est un principe qui a toujours existé, il est constitutionnel, il est issu de la Déclaration des droits de l'homme ». Ce principe a été réaffirmé ensuite dans la loi Kouchner. La loi Kouchner, c'est la loi sur les droits des patients en 2002. Et cette loi a pour fondement de rétablir l'équilibre entre le patient et le praticien. Et là-dessus, je vous ai, j'ai été chercher dans Wikipédia et autres, quelques définitions du patient. Le patient, c'est plus le patient de la loi Kouchner. Voilà ce que ça veut dire, puisque ça n'est plus un être souffrant et qui supporte sa souffrance en se taisant. Le patient, ça n'est pas plus une personne condamnée au supplice. Le patient, aujourd'hui, c'est un être responsable, c'est un être qui partage avec son praticien la décision. Donc, la loi Kouchner vient donc, ce qui était déjà dans les principes donc, généraux du droit, rétablir l'équilibre entre le patient et le praticien. Et évidemment, l'information est ici essentielle. Et encore une fois, j'insiste, ce n'est pas qu'une information sur les risques, c'est aussi une information sur le choix et sur la technique. Cette responsabilisation, bon là je passe un peu vite, rapidement parce que le temps passe aussi. Donc cette responsabilisation, eh bien, elle va jusqu'au droit de refuser les soins, et même jusqu'au refus d'être informé, ce qui pose un certain nombre de questions.
L'arrêt du 3 juin 2010 donc, est finalement l'aboutissement logique d'un processus qui aboutit à la maturation du droit à l'information et puis à ce processus de responsabilisation des médecins. Wow, non, là, il dit 3. Alors, sur la notion de perte de chance, assez rapidement. Jusqu'à présent, donc, la Cour de cassation a considéré que, finalement, l'obligation se résolvait en une perte de chance dans la mesure où un dommage corporel était issu, donc, de ce défaut de choix. Moins le risque est important et plus la perte de chance est élevée, et plus l'intérêt thérapeutique est élevé, moins la perte de chance est importante. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, dans certaines circonstances, le Conseil d'État, les juridictions administratives, estiment que la perte de chance peut aller jusqu'à 100%. Alors, je vous ai mis un exemple tiré de ma pratique, c'est un jugement très récent d'une juridiction administrative à Melun, où on considère, en matière de chirurgie esthétique, que finalement, la perte de chance peut être de 100%, c'est-à-dire ouvrir droit à l'indemnisation de l'intégralité du dommage corporel, et non pas simplement à une part du dommage corporel, à la condition que ce soit 100%, bien entendu. Alors maintenant, sur les conséquences de ce défaut d'indemnisation, d'information et de cet arrêt de 2010. En fait, l'arrêt de 2010, qui nous intéresse dans celui-ci, c'est qu'il considère qu'il peut y avoir un dommage qui n'est pas lié au fait d'avoir choisi ou non cette intervention, mais un dommage autonome du dommage corporel, qui est un dommage moral lié à l'atteinte à la dignité de la personne, simplement parce qu'on a nié la possibilité pour cette personne d'être informée, son choix, et de faire son choix de façon éclairée. Même si, effectivement, l'intervention s'imposait pour des raisons... Alors moi, je pense, je vais passer rapidement parce que là, effectivement, le temps avance. Voilà, donc ma question, moi, c'est comment évaluer ce préjudice en tant qu'avocat de victime. Et voilà, là, on m'a coupé. Et comment, effectivement, alors certains commentateurs de ces arrêts ont considéré qu'on allait être ici dans un préjudice d'impréparation des conséquences du défaut d'information. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà de l'impréparation au dommage et véritablement indemniser ce dommage comme une atteinte à la dignité, c'est-à-dire comme une atteinte à un droit fondamental. Il y a des exemples, alors moi je vous ai pris un exemple là, par exemple, en matière de droit à l'image. Là c'était dans la publicité de Benetton, où on montrait des personnes atteintes du sida, etc., où la Cour de cassation a considéré que c'était une atteinte à la dignité et que c'était en tant que tel indemnisable. Donc je pense qu'on devrait même pouvoir cumuler le préjudice d'atteinte à la dignité avec le préjudice de perte de chance. « 15 minutes 50 ». Merci, maître.